Madame, Monsieur, bonsoir. C'est sur fond d'une réaffirmation américaine de la marocanité du Sahara que se sont réunis hier soir à New York les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour écouter les briefings du chef de la MINURSO et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura. Il s'agit d'une réunion ordinaire de consultation à huis clos dont nous disposons de certains éléments que nous allons certainement analyser pour vous ce soir. Pour contextualiser, ce briefing s'est tenu une semaine après la rencontre entre le ministre marocain des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain, laquelle a abouti à cet appel du président Trump, invitant toutes les parties à s'engager sans délai dans des discussions en utilisant la proposition marocaine d'autonomie comme seul cadre pour parvenir à une solution mutuellement acceptable. Autre rencontre, cette fois dans le cadre d'une tournée large européenne. Nasser Bourita a rencontré hier son homologue français Jean-Noël Barrot et qui a à l'occasion réaffirmé la position intangible de son pays sur la question du Sahara marocain. Pour cet autre membre permanent du Conseil de sécurité, le plan d'autonomie proposé par le Maroc constitue, je cite, la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée. A noter enfin qu'après la capitale française, le chef de la diplomatie marocaine s'est rendu en Estonie puis en Moldavie. Pour l'analyse, ce soir, j'accueille sur le plateau d'abord le politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat. Professeur Mostafa Srimi, bonsoir. Bonsoir. Et se joint à nous depuis Paris le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupuis. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Nous allons tout d'abord commencer par cette déclaration à l'issue de cette réunion du Conseil de sécurité tenue hier à New York, déclaration du représentant permanent du Maroc à l'ONU, M. Omar Hilal. Je vous propose de l'écouter. L'élément nouveau à Washington, c'est l'engagement cette fois-ci, clair, des États-Unis de tout faire pour la relance de la discussion et surtout contribuer à l'aboutissement de cette solution qui, d'après les États-Unis et également conformément à la vision de Sa Majesté le roi Lancelot, c'est l'autonomie, rien que l'autonomie, dans le cadre de la souveraineté et l'intégrité territoriale. Un cadre qui a gagné en soutien international de la marocanité du Sahara, mais également en soutien international pratiquement sur tous les continents à l'initiative marocaine d'autonomie avec plus de 110 pays qui la soutiennent. Donc nous sommes dans une dynamique que les États-Unis vont renforcer, vont conforter afin de mettre fin à un conflit bilatéral mais avec une dimension régionale qui dure depuis un demi-siècle. Et nous espérons que ce 50e anniversaire de la Marche verte sera l'heureuse occasion, l'heureuse année où ce problème sera réglé définitivement avec nos voisins algériens. Comme vient de le rappeler Omar Hilal, le contexte dans lequel s'est tenu ce briefing au sein du Conseil de sécurité hier soir, Mostafa Srimi, change littéralement la donne. Notre ambassadeur Omar Hilal a parlé d'engagement. Je verrai deux séquences dans l'engagement américain. Il y a évidemment décembre 2020 avec le président Trump à la fin de son mandat qui a consacré donc de manière officielle et explicite la marocanité des provinces sahariennes. C'est extrêmement important. Ça a été un grand moment dans les développements diplomatiques de la cause nationale. Ça a duré jusqu'à maintenant. Je y vois la fin de cette séquence. Maintenant, c'est une nouvelle séquence où ce sont les Américains qui reprennent en main le dossier. Il ne s'agit plus de continuer à gérer ce dossier onusien dans le cadre du travail de l'envoyé personnel Staffan de Mistura. Maintenant, il y a une forte détermination américaine pour mettre fin à la situation qui prévaut du fait du différend artificiel avec le pays voisin, vous le savez. Et il y a un nouveau contexte. Et sur ce plan-là, notre ambassadeur a raison. Un nouveau contexte attesté par la visite de M. Nasser Bourita reçue par son homologue américain Marco Rubio. Il a également un autre fait, c'est la secrétaire d'État adjointe pour les affaires politiques, Laïsa Kena, qui a reçu l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, jeudi.
donc il y a quelques jours, et puis il y a la prise en main de ce dossier, avec des éléments nouveaux, lesquels? Le premier élément, c'est d'abord un délai. Il y a un agenda quelque part, un agenda, alors c'est un agenda pour conduire ce processus-là, et le département d'État fait référence expressément à la volonté du président Trump, donc d'accompagner ce processus. Comment et les de le mener États-Unis jusqu'au bout. peuvent faciliter les avancées vers cet objectif de solution finale à ce différend régional, Mustafa Shimi? Comment? D'abord en mettant en équation la place et le rôle de l'envoyé personnel, Staffan de Mistura. Normalement, si on se fie à ce qu'il avait déclaré le 16 octobre dernier devant le Conseil de sécurité, 16 octobre 2024, il avait dit expressément ceci: si les choses n'avancent pas, je poserai le problème au Conseil de sécurité de la nécessité de poursuivre ce processus et partant ma mission. Il était entendu jusqu'à il y a quelques semaines pratiquement qu'il était en fin de mission du fait de son incapacité à mener ce processus. Si vous me demandez pourquoi cette incapacité, je vous répondrai ceci: du fait de sa partialité. Il faut quand même rappeler qu'en octobre dernier, M. Staffan de Mistura, après avoir fait un voyage en Afrique du Sud, j'y reviens pas, etc., a proposé rien de moins qu'un plan de partition au Conseil de sécurité. Ce qui est c'est une proposition qui avait été faite, on ne le dira jamais assez, par l'ancien président Bouteflika en novembre 2001, à Houston, à l'ancien envoyé personnel de secrétaire général de l'ONU, James Baker. Donc sur ce plan-là, il n'était plus apte à mener un processus donc d'accompagnement d'un règlement. Bon, c'est pas ce qu'il dit, hein. Enfin en tout cas, c'est pas ce qu'il a exprimé hier devant les 15 membres du Conseil de sécurité, parce qu'il reste déterminé à bien finir sa mission, contrairement à ce qu'il a déclaré en octobre dernier. Il n'est pas en état d'accompagner sa mission, de poursuivre sa mission dans les conditions de départ. Il a été nommé en octobre 2021. Mais il persiste qu'il peut encore jouer un rôle de soutien efficace. Est-ce qu'on a un bilan d'étape de l'efficacité de la mission de Staffan de Mistura dans ce dossier du Sahara aujourd'hui, Mustafa Shimi? Bilan d'étape. En toute objectivité. En toute objectivité, les faits, sa partialité. C'est la partialité, donc, avec des prises de position en faveur du pays voisin, du mouvement séparatiste. De l'échec de ces procédures. Il a essayé de contourner un peu le processus de négociation en allant à droite à gauche, en réactivant le groupe des Amis du Sahara, etc., en allant voir des pays très éloignés de ce dossier-là. Et le fait, c'est que, vous savez, en 4 ans, il s'est rendu 3 fois dans la région. Il s'est rendu en janvier 2022, puis 2023, et puis il y a une semaine. Oui, donc c'était un persona non grata. Il n'était pas reçu par l'Algérie, vous le savez. Il n'y a que la semaine dernière que ça s'est fait. Il est allé dans les cantines d'ouvres, etc. Donc il n'était plus en mesure d'exercer sa mission du fait qu'il n'était pas en mesure d'amener les deux parties, essentiellement la partie principale, l'Algérie, à revenir à la table de négociation. Alors, puisqu'on contextualise un peu ce briefing au Conseil de sécurité, Emmanuel Dupuis, ce qui a été évoqué hier dans ce briefing, c'est cet appel téléphonique entre le président français Emmanuel Macron et son homologue algérien. Dans quel but Staffan de Mistura, dans son rapport, y fait référence, notamment dans un briefing sur le Sahara. Selon, bien sûr, votre avis éclairé. Alors, je ne crois pas du tout que ça rentre dans la négociation vis-à-vis des États-Unis, car les Américains ont bien repris la main avec une manière assez combinatoire de le faire. Premièrement, en donnant un ultimatum à Staffan de Mistura, qui non seulement n'a plus le droit, entre guillemets, de démissionner, mais doit accomplir sa mission. Et que cela doit se faire dans les plus brefs délais. Il a parlé d'un délai de 3 mois. 3-4 mois. Et c'est ce que Lisa Kennan, la sous-secrétaire d'État américain, a redit par rapport à ce que Nasser Bourita et Marco Rubio avaient évoqué lors de la rencontre le 8 avril dernier. Donc il y a une nette accélération
Le dernier dossier diplomatique de l'administration Trump consistait à adhérer le Maroc, à faire adhérer le Maroc aux accords d'Abraham. C'était en décembre 2020. Souvenez-vous-en, cette belle image où l'ambassadeur David Fischer avait proclamé et avait signé la carte de l'unité territoriale du Maroc. C'est aujourd'hui un dossier, non pas le dossier prioritaire, mais un dossier prioritaire que le président Donald Trump veut terminer le plus rapidement possible pour pouvoir passer à autre chose et notamment confirmer que sur le continent africain, nonobstant le fait qu'il y ait 22 pays qui désormais sont sur warning, si on peut l'exprimer ainsi, en tout cas qui font l'objet de restrictions pour l'accueil sur le continent africain, c'est pas du tout le cas pour le Maroc. Le président Donald Trump l'a rappelé, il faut que tout cela aille vite pour qu'il y ait une concomitance d'agenda, le 50e anniversaire de la Marche verte, d'une part, et le 250e anniversaire des relations diplomatiques entre la légation américaine de Tanger et le royaume chérifien dans sa temporalité longue et ancienne. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ne jamais oublier que Stéphane de Mistura n'est pas détenteur à lui tout seul de son agenda. Il est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui plus est bicéphale avec Alexander Ivanko, qui est aussi le représentant personnel, enfin lui est représentant personnel et Alexander Ivanko est représentant spécial, est le chef de la MINURSO, mais il a le titre de représentant personnel au représentant spécial. Et c'est un hiatus entre les deux hommes sur la mission de la MINURSO. La MINURSO a constaté des failles dans le cessez-le-feu et une volonté non assumée de la part du Polisario d'aboutir à cette trêve qui a été plusieurs fois bafouée, en remontant d'ailleurs aux événements de Guerguerat il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est un point très important. Alexander Ivanko vient solder l'inaction ou l'incapacité de la MINURSO. D'ailleurs, le secrétaire d'État Marco Rubio a laissé entendre, a pas feutré, c'est son rôle de diplomate, mais un autre parlementaire, Mario Diaz-Balart, qui est un membre de la Chambre des représentants, ou même Joe Wilson, le très vibrionnant sénateur qui demande à ce que le Polisario soit mis sur une liste d'organisations terroristes, que la MINURSO soit démantelée. Donc vraisemblablement en octobre 2025, au moment où il s'agira de chaque année renouveler le mandat de la MINURSO et donc avoir une résolution annuelle succédant à la résolution 2756 du 31 octobre 2024, il est tout à fait possible que la MINURSO soit en phase de démantèlement de part, comme ça a été dit précédemment par mon collègue, une nouvelle phase diplomatique, car comme ça a été rappelé par la sous-secrétaire d'État américaine Lisa Kenna ainsi que par Marco Rubio, maintenant il s'agit de mettre en application cette résolution 2756, mettre en place enfin les tables rondes politiques impliquant toutes les parties, et donc que les deux parties qui ne les acceptaient pas, que ce soit la Mauritanie et le Polisario, et accessoirement l'Algérie qui y mettait beaucoup de mauvaise volonté, puissent enfin aboutir à cette négociation diplomatique et puis bien évidemment partir du principe que nous sommes dans un agenda un petit peu particulier. J'en reviens à votre première partie de la question. La France a quand même son importance pour une raison structurelle. Elle préside le Conseil de sécurité pour ce mois d'avril. Comme on l'a vu, il y a une accélération sur ce dossier. Les États-Unis font partie de ce qu'on appelle le système du porte-plume, du pen holder. C'est une fonction importante, c'est-à-dire que c'est eux qui vont rédiger une éventuelle résolution ou une déclaration du Conseil de sécurité. Donc il y a bien là matière à ce qu'il y ait au moins une convergence institutionnelle entre les diplomaties américaines et françaises. Ça va se faire un commentaire. Je vous voyais tout à l'heure dubitatif sur les propos d'Emmanuel Dupuy. Rapidement, pour qu'on puisse passer à ce qu'a dit mon collègue est intéressant, sauf que ce sont deux missions différentes entre celle de Staffan de Mistura et celle d'Alexander Ivanko. Le premier est un envoyé personnel chargé de l'accompagnement du dossier en termes diplomatiques. Le second, un général russe qui est chargé de la MINURSO. Donc, il n'y a pas un organe bicéphale. Il y a un organe politique, en l'occurrence la mission donnée à Staffan de Mistura, et il y a une annexe, si je puis dire, militaire, qui est donc la MINURSO, maintien de la paix. Sur la MINURSO, après l'intervention de Guerguerat et tout à fait. La suspension de l'accord de cessez-le-feu, à quoi sert encore la MINURSO? Alors, vous posez le problème de la MINURSO. Le budget de la MINURSO pour 2025, c'est 75 millions de dollars.
Il a demandé d'ailleurs à continuer à financer. Il a appelé dans son briefing hier, Staffan de Mistura a appelé à continuer à financer. C'est 75 millions de dollars, c'est une augmentation de près de 30% par rapport à 2024. J'ai calculé en préparant cette émission ce qu'a coûté la Minurso depuis 1991. Tenez-vous bien, 1,7 milliard de dollars. C'est-à-dire depuis 91, c'est-à-dire depuis 32 ans. Évidemment, c'est à fond perdu, sans qu'il y ait d'avancée. Et ça rentre dans la problématique de l'administration Trump du fait de mettre à plat tous les financements des opérations de maintien de la paix, puisque finalement, ça n'arrive pas à des résultats. Le maintien de la paix, c'est un processus qui doit arriver à une solution. Or, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que la prise en main de ce dossier par le président Trump et son administration. Maintenant, les difficultés. Les difficultés, c'est la mise en équation tout de même de la place et du rôle de Staffan de Mistura. Il sera une sorte de secrétaire particulier, d'accompagnateur, mais il n'aura pas la main. Deuxième point, comment relancer ce processus de négociation? Autonomie, rien qu'autonomie. Comme ça a été évoqué par l'ambassadeur Omar Hilal, l'autonomie qui est le seul cadre, comme l'a rappelé la diplomatie américaine et la présidence américaine, autonomie véritable. Le Maroc est aligné à ce concept d'autonomie véritable, encore faut-il. C'est ce qu'on appelle, vous savez, c'est le concept... Que toutes les parties prenantes se mettent à la table des négociations. D'abord, c'est dans la nouvelle constitution. Le Maroc a innové en érigeant les régions, donc comme collectivité territoriale. Et à propos des provinces sahariennes, on parle de régionalisation avancée. Vous avez posé le problème de l'autonomie. L'autonomie, c'est une gestion locale. C'est une gestion locale, donc, alors il y a un large spectre d'autonomie. Selon le droit international. Partons déjà du droit international. Eh bien, dans le droit international, on a une large gamme d'autonomie. Les exemples, il y a l'autonomie administrative, économique, judiciaire, culturelle, etc. Mais l'autonomie institutionnelle, les exemples les plus avancés que nous ayons, c'est l'Écosse. C'est l'Écosse, c'est extrêmement important. C'est l'Espagne avec notamment la Catalogne et le Pays Basque. Et puis, c'est aussi l'Italie, en particulier avec la Sicile et la Sardaigne. Donc, il y a une gradation dans l'autonomie, même dans un État unitaire. Le Maroc, sur ce plan-là, a présenté un plan d'autonomie avec de larges compétences qui sont définies dans le plan d'avril 2007. L'une des questions posées par Staffan de Mistura, recyclant d'ailleurs ce que dit la propagande du pays voisin, notamment le ministre des Affaires étrangères algérien, Medata, dit « Ah oui, mais le plan d'autonomie marocain, c'est 3 pages. » Mais c'est des principes, évidemment, c'est des principes. Ils ne sont pas marqués sur le marbre. Oui, non, mais c'est des principes. Les principes, oui, absolument. Absolument, ils sont pas gravés dans le marbre, c'est un certain nombre de principes. La position marocaine, il est sur ça, le Maroc est interpellé par Staffan de Mistura en particulier, en disant oui, mais il faut que le Maroc donne des explications. On ne peut donner des explications, Nasser Bourita l'a dit d'ailleurs, que s'il y a un processus de négociation. Il faut d'abord que les parties concernées s'assoient à la table de négociation suivant les paramètres définis, c'est-à-dire la formule de table ronde. À ce moment-là, évidemment, il y aura des discussions pour approfondir le projet marocain d'autonomie, définir sur des centaines de pages les techniques de distribution de pouvoir, de répartition entre les organes, etc. Mais on ne peut pas nous faire le reproche d'être généraliste pour le projet d'autonomie sans que nous ayons des interlocuteurs pour négocier avec eux. Plus encore, il faut qu'il y ait l'acceptation du cessez-le-feu. Le mouvement séparatiste, depuis le 20 novembre 2020, n'accepte plus ces cessez-le-feu. Comment peuvent-ils, dernière question, se revendiquer et plaider pour l'application de la légalité internationale et du droit international au moment où ces deux parties, Algérie et mouvement séparatiste, récusent un processus onusien validé et consacré par le Conseil de sécurité. Je résume, il n'y a pas plus de légalité internationale que les résolutions du Conseil de sécurité. Comment un projet d'autonomie donne aux habitants des provinces sahariennes, Emmanuel Dupuy, toutes les capacités pour s'autogérer et gérer démocratiquement leurs affaires régionales? Je crois que ça a été dit par mon collègue juriste. Moi, je ne suis pas juriste, mais je suis géopolitologue, donc je vais vous faire une réponse de géopolitologue et non pas une question de juriste international. La question des souverainetés et la question de la régionalisation dépendent du niveau de développement des régions à développer ou des régions en développement. Et ça a été évoqué avec le cas espagnol ou le cas italien.
Mais on pourrait aussi évoquer tout simplement la manière dont le Maroc pense sa régionalisation. Il y a quelques jours, un projet de régionalisation avancé a été présenté. Donc il y a plusieurs formes d'autonomie. Il y a des formes d'autonomie économique avancées, des formes d'autonomie budgétaire, des formes de dévolution de pouvoir qui sont à inventer, encore une fois. Et de ce point de vue, est-ce que l'autonomie territoriale doit être analysée uniquement à travers le prisme occidental? Bien sûr que non, et d'autant moins que le bien sûr que non, après ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Il est important de le soulever parce que ça a créé le débat sur beaucoup d'autres questions. C'est une évidence pour moi de le dire ainsi, et je le dis à chaque fois dans mes colloques, le processus de décentralisation, de dévolution de pouvoir, de régionalisation, d'autonomie et de nouvelle architecture institutionnelle est beaucoup plus inventive sur le continent africain qu'il n'est sur le continent européen. Je rappelle que nous disons un État girondin alors que nous sommes profondément jacobins et que les lois de décentralisation n'ont jamais abouti, malgré la loi de 2015, à une régionalisation avancée, contrairement au nouveau modèle de développement qui a été engagé et proposé par le Maroc à l'horizon 2030. Donc de ce point de vue, il y a une forme d'exemplarité, une forme de modélisation qui peut nous apprendre aussi la manière de penser le rapport entre le centre et la périphérie, le rapport sur le développement côtier et le désenclavement interne à un État, c'est le cas pour les 3 provinces du Maroc qui sont enclavées, mais aussi un désenclavement régional. Vous le savez, en tant que géopolitologue, moi je me regarde beaucoup la manière dont les provinces du Sud peuvent être un vecteur d'intégration régionale, et d'intégration régionale subsaharien ou transsaharien avec les pays du Sahel, qui n'ont pas d'autres alternatives que de regarder du côté occidental plutôt que du côté méridional, en l'occurrence vers l'Atlantique vers l'Atlantique, la partie sud de l'Atlantique mitoyenne, ou en tout cas de l'Atlantique sud, avec la phase atlantique, et peut-être un peu moins vers les pays du Golfe de Guinée, où il y a des problèmes politiques ou des problèmes de déstructuration entre l'AES d'un côté et la CEDEAO. C'est ça dont il s'agit aussi, c'est la manière dont l'avancée du dossier de l'intégration régionale ouest-africaine participe d'un développement de l'ensemble de la région, et pas seulement de la région des communautés économiques régionales qui ont été créées en 91, qui sont devenues un petit peu caduques. C'est peut-être aussi cela qui provoque l'intérêt américain, qui voit dans cette région une façon de se positionner militairement. On le verra d'ailleurs en mai, début mai, avec l'exercice Africa Lion, la 21e édition Africa Lion, qui montre à quel point il y a aussi une volonté d'interopérabilité stratégique dont dépend, ou qui est consubstantielle, de la sécurité tout court. Mustafa Sahimi, un commentaire et surtout pour finir, aussi un commentaire sur cette tournée européenne du chef de la diplomatie, du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, tout au long de cette semaine, avec hier cette escale à Paris, et aujourd'hui, Estonie et Moldavie. Avant de répondre sur la tournée de notre ministre des Affaires étrangères, ceci. Les moins de 20 ans ne connaissent pas cette formule de Hassan II, de juillet 1978, qui avait dit « le timbre et le drapeau ». Ça veut dire que tout le reste, évidemment, ça est négociable. Le projet marocain d'avril 2007 est extrêmement intéressant, il faut le lire. Vous savez qu'il y a un parlement régional, vous savez qu'il y a un chef de gouvernement régional, il y a un partage de compétences administratives, institutionnelles et financières, fiscales, etc. C'est extrêmement important. Et il y a le taux de participation aux dernières élections qui était le plus élevé du royaume, de toutes les régions. Donc c'est extrêmement important sur ce plan-là, évidemment, mais c'est une base de discussion, avec un certain nombre de principes, les fondamentaux étant évidemment préservés. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est les fonctions régaliennes, c'est les affaires étrangères, la défense, évidemment une partie des finances, la justice, mais au niveau élevé, au niveau des recours de la Cour de cassation, il y aura une ou deux cours d'appel dans les provinces sahariennes, etc. C'est extrêmement important, donc tout ça doit être dit. Tout ça, alors maintenant, c'est aux autres parties à revenir dans le processus. Le blocage, il est là. Le blocage, il y a deux parties qui sortent du processus onusien des paramètres de négociation. Je puis vous dire que ça ne peut pas rester en l'état et que l'administration américaine va faire en sorte que ces parties réintègrent le processus. D'ailleurs,
J'ai noté au passage la réaction de l'Algérie à propos de la prise de position La réaffirmation de la position américaine, oui. Oui, la diplomatie algérienne, dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères a dit quoi? L'Algérie regrette. Regrette, voilà. En d'autres situations, quand c'était l'Espagne ou la France, vous avez vu les crises qu'il y a eu. Sur la tournée de nos ministres des Affaires étrangères, une diplomatie active. Il n'y a pas de petit pays ou grand pays. L'Estonie qui reconnaît d'ailleurs le plan marocain, la Moldavie qui est un pays de moins de 3 millions d'habitants, Paris, évidemment, il faut maintenir le contact, l'Espagne, etc. Une diplomatie, elle est vivante. Une diplomatie, elle doit faire de la maintenance, si je puis dire, mais aussi consolider les rapports. Merci beaucoup, Mustapha Sahimi. Merci d'avoir enrichi ce débat, comme à votre habitude. Et merci aussi à vous, Emmanuel Dupuis. Toujours un plaisir de vous accueillir dans Questions d'Actu. C'est à vous. C'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée.